Oh là là, c'est chiant de regarder Big Bang Theory. Si seulement je pouvais regarder bien d'autres séries sur Netflix. Ne crains rien, frangin, j'ai la solution à tes problèmes. NordVPN. NordVPN est un logiciel simple d'accès qui maquille votre IP en un autre, permettant donc une meilleure protection contre un potentiel hacker, mais surtout permet d'accéder à l'internet du reste du monde. Ouais, ou je peux regarder Community, c'est aussi sur Netflix français, donc... Par exemple, Netflix, leur bibliothèque change en fonction du pays où tu te trouves. Je me connecte sur un serveur britannique et je peux voir des sitcoms bien plus drôles que Big Bang Theory, comme Philadelphia, Black Book, Red Dwarf et même Spaced, la série qui marque les débuts d'Edgar Wright. Waouh, génial! Je peux voir Community? NordVPN a été élu meilleur VPN au Best VPN, oui ça existe, de 2019 et 2020, avec plus de 5000 serveurs partout dans le monde et son interface fluide et facile d'accès et utilisable sur 6 appareils sous un même abonnement. Mais c'est bon, je l'ai ton truc, je peux regarder Community tranquillement maintenant? Allez sur nordvpn.com/fermez-la pour profiter d'un abonnement de 2 ans, remboursable sinon satisfait sur 30 jours offert, avec une réduction de 70% et même cadeau surprise pour célébrer l'anniversaire de NordVPN. Bon, merci NordVPN pour le sponsor. Donc maintenant, regardons... Ah, bah non, je dois continuer Big Bang Theory, je suis bête. Je dois faire une autre vidéo là-dessus. Oh, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Salut MJ, ça te dirait qu'on... MJ, t'es là? Bah elle est où? Plan coup là. Qu'est-ce qui se passe quoi ça? Oh là 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 là. Putain ça pue, j'aime pas ça. MJ, t'es où s'il te plaît? MJ. Ah putain. Oh attends. Ok. Bon MJ, sois sympa et sors de ton trou, d'accord? C'est juste un acteur que t'aimes beaucoup qui joue un clochard dans une série de merde. Y a pire dans la vie. Allez, si tu veux, toi et moi on peut regarder Shira. Mazinga. Tout Jésus, Sainte Marie, une année de fin. Ma mère m'a fait passer les tests. S'il te plaît, MJ, calme-toi. Si tu veux, on peut même voir du chien malade. Même le dernier mètre de l'air, je m'en fous. Bravo la secrétaire. Il est passé. T'as encore regardé trop d'épisodes de Big Bang Theory d'un coup. Oh merde. J'en peux plus moi de cette série. Et j'ai encore 2 saisons à regarder moi, merde. Écoute, là c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas, te fais pas de bile, t'es au bout de l'écriture de la 2e vidéo, ça va bien se passer. Ah non mais j'ai fini en fait. Quoi? Oui, le texte pour la 2e vidéo, elle est finie. Hein. C'est pour la 3e vidéo qu'il faut que je me bouge. La 3e? Tue-moi. Hey, oh, ça va. Je vais mieux, ça va. C'est une série racoleuse sur les geeks. On les a fait minables, puceaux et pathétiques. Attends, les personnages sont tous des gros clichés et stéréotypés. Ils font toujours des blagues mal branlées. C'est drôle parce que c'est vrai. Ils font des références à Star Trek et à Doctor Who. Ça fait une série pas drôle du tout. Non! Donc, nous revoilà à parler de cette merde. Ma première vidéo avait reçu un relativement bon accueil, quelques haineux et défenses prévisibles, mais surprenamment pratiquement pas du côté des fans de la série. Non, eux, ils reconnaissent sans honte les défauts que j'ai soulevés, tout en continuant à aimer la série. C'est assez parlant que ceux qui s'en foutent de cette série sont plus rageux que les fans de cette série. Et franchement, tant mieux pour eux, ma vidéo n'avait pas du tout pour objectif de faire changer leur goût, mais de leur expliquer les problèmes de cette série, et clairement, ils sont ouverts à la question. Il y avait bien quelques fans moins ouverts, voire certains qui prétendaient que la série avait d'autres qualités comme le développement de personnages, mais on en parlera dans la 3e vidéo. Non, ceux qui ont le plus ragé sur ma vidéo étaient plus des gens qui trouvaient la série nulle, mais sont allergiques à ceux qui osent rappeler que l'humour peut être utilisé dans un sens rabaissant, et qui étaient genre, évidemment que c'est de la merde, c'est une sitcom, c'est une caricature, on s'en fout, non? Bah, si tu t'en fous, pourquoi tu te plains que je critique cette série? Non, et puis c'est ultra insultant pour le genre de la sitcom qui est rempli d'exemples qui ne vont jamais dans la
caricature insultante. D'autres semblaient étrangers au concept de critique en sortant des trucs à base de « Pourquoi tu regardes si t'aimes pas ?» Bah, parce qu'il faut bien voir pour comprendre ce qui va pas dans ce programme. Le sujet m'intéresse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi aussi? La série prétend parler des geeks, je suis geek, donc forcément j'ai mon avis à donner là-dessus. Et puis disons-le, quelquefois c'est amusant de critiquer un film ou une série de merde. D'autres étaient carrément des petits égoïstes odieux qui pleurnichaient car j'ose rappeler que le sexisme, l'homophobie et le racisme existaient même dans des séries populaires et que je devrais faire preuve d'autodérision dans une série qui insulte les geeks, les femmes, les juifs et les indiens. Ok, t'es le plus gros connard mangeur de merde de tout Connardville. Quoi? Un peu d'autodérision, mon gars. Ah, mais l'autodérision, ça ne marche que si ça arrive aux autres, hein. J'en ai marre de ces énergumènes qui ont tellement de mauvaise foi qu'ils changent la définition des mots pour se donner raison. D'autres m'ont corrigé sur quelques erreurs, comme par exemple les griffes de Wolverine, qui n'étaient pas redconnées de la sorte dans Origin, mais dans la série de comics Wolverine des années 80, la fois où Magneto a arraché le squelette en adamantium de Logan pour découvrir, surprise, j'ai toujours des griffes. Mais, je vous l'avais dit que j'étais pas une référence de fan de X-Men. Mais je me suis promis d'être le plus factuel possible. Si je fais ces vidéos, c'est pour relever les erreurs de la série. Si c'est pour en faire moi-même, ça sert à rien. Hein. Ça corrige même un peu ce passage car ça reste un redcon, mais du coup je comprends mieux que Sheldon l'accepte. Vu l'époque de ce redcon, son âge et Young Sheldon qui montre comment il a commencé les comics, je comprends qu'il ait vécu une période où c'était normal que Wolverine ait des griffes en os. Ensuite, le coup des lettres de nom et prénom identiques de Stan Lee, beaucoup m'ont expliqué que c'était un moyen pour Stan Lee de retenir les noms de ses personnages. Je l'ignorais moi-même, donc merci beaucoup pour l'anecdote. Par contre, ça rend ce passage encore plus impardonnable. Vous aviez Stan Lee dans le même épisode, vous auriez pu voir avec lui pour faire un gag où il ferme la gueule de rage avec cette même anecdote. Pourquoi vos personnages ont les mêmes lettres de nom et prénom? Essaye de créer 400 personnages sans trouver une technique pour retenir leur nom, petit. Insérer rire ici. Ça vous aurait évité de dire de la merde et bah ça aurait été un petit peu drôle pour le coup. D'autres m'ont donné des explications sur des trucs pas vraiment pertinent, genre non, le RPQ ne compte pas comme possibilité de coucher dans World of Warcraft. Ce n'était pas une mécanique de jeu officielle, ou alors Halo 2 devrait être Peggy personne. Et ouais, genre je crois trop que les mecs savaient que ça existait. Oui, je savais que la phrase sur la sculpture d'Alex Ross était clairement dans le sens une sculpture faite par Alex Ross. J'ai même moqué cette autre possibilité, mais la phrase était tellement confuse que mon idée de gag sur une sculpture à l'effigie de l'auteur m'était venue et voilà. Et oui, je sais que Dick Grayson avait porté le costume de Batman pendant certaines périodes. C'était pas le sujet de la discussion entre Stuart et Sheldon qui disait qui serait le meilleur candidat pour le remplacer définitivement. Donc toujours Terry McGinnis. Bref, reprenons où on en était. Big Bang Theory est une série thriller psychologique créée par Nolan Sorrento et spin-off officiel de Buffy contre les vampires où on voit qu'après avoir été tué, le trio a été envoyé au mauvais endroit par un démon du nom de Sheldon qui ne sait rien du fonctionnement des humains où ils resteront pour l'éternité entourés de personnes qui se méprisent les uns les autres pour leur faire vivre un enfer jusqu'à la fin des temps et seront forcés à renier leur nature de geek. Vous voyez ce que je viens de faire ? Je viens de faire un gag référentiel. Sauf que je me suis pas contenté de prendre des trucs connus au pif. J'ai pris des références spécifiques qui servent mon propos. Bienvenue dans cet épisode de J'explique ma blague, ce qui la rend moins drôle, mais comme ça vous comprenez comment marche l'humour. Comme par exemple, je compare Chuck Lorre aux méchants de Ready Player One, car leur traitement des geeks est équivalent. Faire un truc qui s'empare d'une culture populaire et utilise des références pour manipuler un client. Alors qu'en vrai, ils méprisent cette culture, ne la comprennent pas et veulent juste le pognon. Un fanboy reconnaît un hater. Ou alors, s'il aime la culture geek, il le montre vraiment très mal, hein. Les personnages, je les ai comparés au trio de Buffy contre les vampires, qui était aussi une représentation peu flatteuse des fanboys geeks. À la différence que Buffy le faisait dans un but précis et qui ne stigmatisait pas tous les geeks, car les personnages principaux sont aussi des geeks. Alex, Willow, Tara, Giles, même un peu Buffy elle-même en fait. Donc il ne stigmatise pas toute une catégorie de personnes. Il ne vise qu'une partie problématique de la culture geek, à savoir les gardiens du temple, les edgelords qui se croient trop dark de jouer les méchants et rabaisser le côté féministe d'une licence pour qu'ils ne se sentent plus émasculés. Le côté obscur des fandoms qui pourrissent les licences qu'ils aiment en les enfermant dans leur vision biaisée et nostalgique et en les empêchant d'évoluer. Ce qui était approprié pour les autres thèmes de cette saison 6 qui était un petit peu une saison trop volontaire. Et en plus, le trio était des criminels sexuels, des célibataires losers qui utilisent leurs connaissances pour asservir les femmes et ont fabriqué une femme robot pour la baise, comme les héros de Big Bang Theory donc. Howard lui il a fait un robot sexuel. Et je compare aussi à The Good Place, autre exemple de sitcom brillante qui ne repose pas sur des stéréotypes rabaissants, mais qui était aussi une satire sur la formule des sitcoms comme Friends
Friends ou Big Bang Theory, critiquant le fait que ça repose sur un groupe de personnages qui se disputent pour tout et n'importe quoi dans le but de faire rire les spectateurs pour montrer que, mais en fait c'est horrible ces histoires-là, ils sont coincés avec des gens qu'ils détestent et font que se disputer jusqu'à devenir sacrément salauds. Tu crois que t'es si malin? Tu crois que c'était malin de dire ça? Ça dépend, avant que je le dise, ce soir on aurait couché ensemble? Non. Alors c'était malin. Mais là où The Good Place montrait cette dynamique pour déconstruire des confrontations et montrer qu'elle rende les personnages meilleurs, Big Bang Theory les montre telles quelles en normalisant des relations toxiques et sans évolution concrète, car la série repose sur la moquerie de leur non-normalité. Ils ne peuvent donc pas évoluer, car sinon il n'y a plus de quoi faire des gags. C'est comme ça qu'on fait des références réfléchies dans un but satirique. Et encore, là, ce que je viens de faire, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est juste basé sur une réflexion que je me suis faite en me basant sur mes connaissances sur le moment où je me suis faite cette réflexion. Ça n'a pas demandé d'efforts extraordinaires, quoi. Big Bang Theory n'a pas été foutu de faire ça en 12 ans. Et nous allons le démontrer à nouveau avec une nouvelle liste de sujets que la série maîtrise très mal. Ouais, désolé ceux qui s'attendaient à ce que j'allais traiter de d'autres aspects de la série qui posent problème. Je rappelle que dans la première vidéo, j'avais expliqué que beaucoup avaient déjà très bien traité de ces sujets et que je voulais me concentrer sur le côté geek parce que ça, par contre, il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont traité ce sujet. Et puis j'aime bien cette formule-là, c'est un truc un peu plus tac au tac, ça varie les sujets, et puis c'est des sujets que j'aime bien en plus. Et dans la foulée, ça me permet de parler de mes passions, donc c'est fun. Mais avant, petite participation des commentateurs. Dans ma première vidéo, j'avais précisé que je n'ai pas joué au MMORPG comme World of Warcraft, et du coup j'ignorais s'il disait de la merde ou pas sur le jeu, en dehors de cette histoire de tu peux avoir des rapports sexuels, qui lui était très facile à vérifier. Et certains commentateurs et commentatrices, Leaf Caldorey et Clackmouth1, merci à eux, m'ont apporté des informations sur une certaine scène de la série, scène où les geeks se font une partie de WoW, avec casque et micro. Vous êtes tous dans la même salle! Voici les portes d'Elzebub. Nantosh, n'oubliez pas que derrière cette porte, il y a une horde de gobelins armés jusqu'aux dents qui gardent l'épée d'Azeroth. 1. VF de merde, c'est l'épée d'Azeroth. 2. L'épée d'Azeroth et les portes d'Elzebut n'existent pas. Ni dans le jeu, ni dans le lore, ni dans les multiples DLC qu'il y a eu par la suite. Encore une fois, trop fainéant pour la moindre recherche. Vous pouviez, je ne sais pas moi, poser des questions à des joueurs de Warcraft. Moi je l'ai fait pour ma chaîne YouTube, c'est quoi l'excuse de cette série télé ultra célèbre? Mieux, faites comme South Park et collaborez avec Blizzard pour faire un bon travail de recherche. Ils sont clairement ouverts à la possibilité de participer à ce genre de série, quoi. Merde, c'est de la bonne pub pour eux. Ou tout simplement voir des joueurs faire un raid sur Warcraft et reproduire la situation en notant les noms et tout. Trop fainéant pour regarder des gens jouer à Warcraft, pour dire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre un nom récurrent dans le lore et le donner à une épée. Oh lol, Léonard porte l'épée de Bespin. Oh lol, ils achètent l'épée de Port-Royal. Oh lol, ils sont contents car ils ont trouvé l'anneau du gouffre de Helm. Dans ce putain de jeu, ils en ont tout le tour du ventre des armes légendaires. Mais apparemment, c'est trop dur de choisir au pif un nom dans une liste d'armes légendaires de ce jeu. Je suis le maître de l'épée à présent. Léonard, attention! Mais enfin, on est en train de crever, là! Dieu, mécréant! Il s'est téléporté. Et là, Sheldon se fait ban pour avoir laissé tomber ses potes durant un raid. Il met l'épée d'Azeroth en vente aux enchères sur le net. Tu revends cette arme qui semble ultra craquée? Mais quel intérêt? L'argent, je suppose, mais si elle est si craquée que ça, l'épée, tu n'as qu'à la garder, accomplir facilement des tas de missions qui te rapportent encore plus d'argent, et voilà. Aussi, en VO, il revend l'épée sur eBay. Comment ça marche, en fait? D'après Clackmouth, c'est possible, mais totalement illégal, car l'épée appartient au jeu avant d'appartenir à Sheldon. Tu ne peux pas la revendre légalement contre du vrai argent. C'est en partie à cause de ça que Blizzard a créé l'hôtel des ventes dans Diablo 3. Aussi, ça. Ils ont pris toutes les armes magiques que j'avais, mon armure de gladiateur vicieux, ma baguette de puissance non corrompue, et tout mon or aussi. Tu as appelé la police parce qu'un pirate a eu accès à ton compte World of Warcraft. Le gag, c'est que Sheldon réagit exagérément après que son compte World of Warcraft ait été piraté, et la police le laisse tomber parce que c'est pas un vrai problème, lol. Ouais, la police est très souvent inefficace contre les cybercrimes, mais c'est toujours un délit. Non seulement le flic est obligé de prendre en compte sa plainte, mais aussi pirater un compte World of Warcraft est un délit puni par la loi. Parce que c'est pas juste voler un personnage, des armes et de l'or virtuel, c'est aussi gâcher le plaisir d'un jeu, ce qui n'arrange pas les affaires de Blizzard qui peut déposer une plainte, et aussi donner accès à une carte bancaire, et donc là, c'est un compte en banque qui est potentiellement hacké. Faudra entrer ton numéro de carte de crédit, mais ça va te plaire. Certaines affaires sont allées à 2 ans de prison. Kalin Mathéis a été condamné à 1 an de prison et dû payer 30 000 $ de compensation à Blizzard. Et tout ce qu'il avait fait avec ses compétences de piratage, c'était bloquer d'autres joueurs qui n'aimaient pas. Donc imagine ceux qui hackent pour faire pire. Donc non, Sheldon, pour une fois, n'est pas déraisonnable. Bon, ça aurait été mieux de prévenir le service d'aide de Blizzard directement, ouais, mais bon. Sinon, étrangement, personne n'a su m'éclairer concernant Age of Conan.
Je suppose que les légendes sont vraies, personne n'a joué à ce jeu de merde. Et Old Republic, à part qu'ils font une équipe de 5, donc un de trop, et que Bernadette fait des bruitages de blaster alors qu'elle joue une Jedi, donc un personnage qui a pas de blaster, rien à signaler. Merci encore à ceux qui m'ont fait remarquer ces erreurs. Maintenant, passons aux erreurs que j'ai remarquées moi-même. C'est soit Sheldon, soit Gargamel des Schtroumpfs. Alors, ce n'est pas une erreur en soi, mais formulation spécifique qui m'a fait comprendre le problème conceptuel des références dans cette série. Gargamel des Schtroumpfs. Pourquoi préciser des Schtroumpfs? L'intérêt des références, c'est quand même de deviner d'où ça vient. Comme par exemple, si je vous dis « ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez », vous me dites « ah bah oui, Star Trek !» Et si vous êtes au niveau suivant, vous vous dites « oh lol, il fait genre que c'est Star Trek pour la blague, mais en fait ça vient de Battlestar Galactica !» C'est une sorte de jeu. On te pose un truc, tu trouves la réponse pour toi-même, et tu rigoles parce que t'as compris. J'aimerais savoir comment Loki s'en est servi pour faire de 2 de mes meilleurs agents ces 2 nouveaux singes volants personnels. Ces singes volants. C'est quoi ça? Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence. Mais Big Bang Theory n'a rien compris à cette simple règle, car il dit la référence... C'est soit Sheldon, soit Gargamel... Et une seconde après, il donne la réponse. Des Schtroumpfs. Et du coup, c'est chiant, parce que tu t'es pas amusé à reconnaître la référence, vu qu'ils te disent que c'est tout de suite après. C'est comme faire un sudoku dont toutes les cases ont déjà été remplies. Oh, cool. J'aimerais savoir comment Loki s'en est servi pour faire de 2 de mes meilleurs agents des singes volants du livre pour enfants Le Magicien d'Oz, adapté en film en 1939 par Victor Fleming. Sérieux? Pas de réaction? Pourquoi vous me parlez d'un bouquin? Vous me dites ça comme si je connaissais pas, mais je viens des années 40, pas du Moyen-Âge. Et si vous regardez bien, toutes les références sont écrites comme ça. Tu viens d'éteindre la télévision au milieu de l'épisode Tribulation, le crossover entre Deep Space Nine et la fameuse patrouille du cosmos? Il pouvait juste dire Deep Space Nine, ou Tribulation, ou Star Trek. Mais non, il précise exactement pour faire comprendre au spectateur ce qu'il référence. Comme ça, le spectateur ne réfléchit pas par lui-même et n'a pas à savoir d'où ça vient. Batman 2 doit forcément être le second Robin, Jason Todd. Tu pouvais juste dire Jason Todd, on aurait compris. Le vendredi soir sera consacré à la brillante nouvelle série créée par Joss Whedon, Firefly. Tu pouvais juste dire Firefly, on aurait compris. Tu viens de dire que Will Wheaton, alias l'enseigne Wesley Crusher de Star Trek Nouvelle Génération... Elle vient de la série Le Trône de Fer. Je porte ma tenue de vol Battlestar Galactica au lit. Du Tardis du Docteur Who. C'est un téléporteur Star Trek 9 dans sa boîte d'origine datant de 1975. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter... Être ou ne pas être, comme le disait Hamlet dans Hamlet, écrit par William Shakespeare, l'auteur de théâtre britannique très connu. Personne parle comme ça! On dirait un shitpost quoi. Oh bonjour Steve Minecraft. Oh bonjour Samus Metroid. Eh comment ça va sans Undertale? Surtout quand ça parle entre geeks, donc entre gens qui savent d'où vient la référence. C'est tout le principe du langage geek que j'avais expliqué dans ma vidéo sur Ready Player One. Ils se comprennent par la référence. Ils n'ont pas besoin d'expliquer la référence. C'est comme si je disais tout se passe selon le Keikaku. Là, tu vois, là j'ai fait une référence, je vais pas dire d'où ça vient, les vrais comprennent, et ceux qui comprennent pas, eh ben ils feront leur petite recherche de leur côté. Et ils font pareil pour les fois où ils parlent scientifique. Ta porte est dotée d'un système traditionnel de cylindres montés sur goupille, tandis que la clé de ta voiture est faite pour un système centralisé. Et des fois ça rend les personnages détestables, genre la fois où Penny est tombée dans la salle de bain. Tu n'as pas de tapis de baignoire ou d'autocollants adhésifs qui permettent de réduire le coefficient de frottement statique sur une surface. Mais ferme ta gueule connard, elle a failli mourir bordel de cul. C'est pas le moment pour forcer tes dialogues de merde pour montrer que t'es un scientifique et à réenregistrer pour insulter encore plus l'intelligence des spectateurs. Je sais pas ce qu'il dit, mais il est drôle. Oh, moi je sais bien ce qu'il dit et il n'est pas drôle. Tu viens de résumer les 280 épisodes de cette série de merde. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Oh C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. J'ai une robe Gryffondor pour toi. Oh Sheldon à Gryffondor. Mon cul, ouais. On sait tous qu'il irait à Serpentard. Ou Serre d'Aigle. Là, pareil. J'explique pas. Les fans ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris, eh ben, ils feront leur petite recherche. LOL, il regarde Bob l'éponge, c'est drôle. Ouais, Bob l'éponge, c'est drôle. Contrairement à toi. Sérieux, c'est déjà insultant quand tu rabaisses tes personnages en les faisant dire qu'ils aiment tel film ou série, suivi d'un rire enregistré, mais là tu sens presque de la rancœur, genre pourquoi ce dessin animé de merde est plus drôle que moi? Bah tiens, je vais faire un épisode me moquant de tous les crétins qui préfèrent voir cette daube que ma parfaite série. Ce n'est pas de la faute à l'éponge si l'éponge est plus drôle que toi.
Les momies et les zombies, c'est exactement la même chose. Pas du tout. Parce que... Les momies sont recouvertes de bandages. Ouais, mais c'est nul ça comme différence. Non, c'est surtout que... Si et seulement si un zombie mord une homme, il se transforme en zombie, alors que si c'est une momie qu'il mord, il se transforme en schmock avec une morsure de momie. Vous savez ce que c'est un zombie au moins? J'ai pas l'impression que vous savez ce que c'est un zombie. Le terme part plus du fait que l'on perd notre conscience en devenant un zombie. C'est le sens premier du terme depuis le folklore vaudou. Une momie, ou en tout cas en général dans les transpositions les plus connues, ont toujours leur conscience. Le simple fait qu'ils s'en prennent à une demoiselle en détresse car elle leur rappelle leur ancien amour, base de pratiquement toutes les histoires de momies, implique donc qu'ils ont une conscience. Une momie est un mort-vivant, mais pas tous les morts-vivants sont des zombies. Ils sont plus proches des vampires ou des liches que des zombies. Mais dans ces cas-là aussi, il y a des différences subtiles. Je veux dire, je devrais pas avoir à expliquer à des prétendus geeks que c'est un zombie, mais voilà où on en est. Pour reprendre ma métaphore du sudoku, non seulement toutes les cases sont remplies, mais en plus ils se sont trompés. Exceptionnellement, je mets l'extrait en VO, car c'est important de l'entendre ainsi pour comprendre. Live long and suck it, Zachary Quinto. Oh putain! Ils ont piqué une vanne à Doug Walker! Live long and suck it! Qui avait déjà été piqué par les Griffins d'ailleurs. Live long and suck it! Je suis pas sûr lequel des deux c'est le plus humiliant d'avoir piqué un gag. Une célébrité du net pas nette du tout qui maîtrisait bien mieux les gags référentiels, ou le dessin animé écrit par des lamentins? Les deux. Les deux. Les deux. Non, et puis s'ils l'ont piqué à Doug Walker, ça veut dire qu'ils ont regardé le Nostalgia Critique et qu'ils savent toujours pas comment faire un bon humour geek. Je veux dire, le Nostalgia Critique, c'est limite le starter pack de comic geek de niveau 2, quoi. Aussi, histoire de retourner le couteau dans la plaie, Doug Walker qui résume toute la série. Character over-explains something that nobody understands. Classic outdated comedy. Tiens, il y a Saturne 3 à la télévision. Oh, on oublie ce navet. Deep Space Nine est bien meilleur. Tu compares un film de série B à une série Star Trek, toi? Tu pouvais pas le comparer à Flash Gordon ou à Planète Interdite, dont il est très clairement inspiré à la limite du plagiat? En quoi Deep Space Nine est-il meilleur que Saturne 3? Bah, y a pas de bimbo en costume ridicule, déjà. Les personnages sont beaucoup plus attachants et mieux écrits. Les intrigues politiques sont prenantes. Pourquoi je me retrouve à devoir expliquer en quoi Deep Space Nine est meilleur qu'un film de série B tout pourri? 9 égale 9, on sous-stress c'est 6 fois meilleur. Oh là. C'était juste pour un gag moisi à base de LOL, ils ont des chiffres dans leur titre. Putain, c'est la pire dad joke ever. Et les dad jokes sont déjà les pires jokes ever. Comment Die Hard 5 peut être meilleur que Die Hard 1? Parce qu'il a 4 points de plus. Insérez rire ici. On est une sacrée bande de geeks. No God! Trouver un compromis? Regardez Babylon 5. T'es nul en maths, Léonard. Et c'est très chiant pour ta profession. Et ouais, Babylon 5, ça aurait été beaucoup plus intéressant à comparer avec Deep Space Nine. Ce sont deux séries, space opéra, parlant politique, qui se passent principalement dans une station spatiale qui sert d'ambassade. Je suppose même qu'il existe de vrais débats autour de laquelle des deux séries est la meilleure. Mais bon, je m'y connais pas assez en Babylon 5 pour savoir s'il y a des bons ou mauvais arguments dans l'un ou dans l'autre, donc... Il a peut-être une machine pour voyager dans le temps et l'espace, mais le Dr. Wu a un faible pour le Londres de notre époque. Ah, c'est pas son nom. La série s'appelle Dr. Wu, mais il s'appelle pas Wu. Il s'appelle juste le Docteur. Le Wu dans le titre, c'est pour le mot anglais qui. Parce qu'à chaque fois qu'on lui demande son nom, il répond « Je suis le docteur. » Docteur quoi? Juste le docteur. Erreur classique pour ceux qui connaissent pas du tout la série. Ou qui n'ont vu que les films des années 60. Oui, je m'appelle Yann, Dr. Who. Oui, ça existe, on en parlera dans une autre émission. C'est con en plus parce qu'ils avaient fait l'effort de mettre la musique de la série sans faire dans la facilité de prendre la musique du générique, mais raté. Et pas la peine de jouer les fans de Dr. Who quand vous ratez des occasions comme celle-ci. Pourquoi t'as mis un nœud papillon? Je fais une demande de brevet pour la première fois. Je voulais faire une bonne impression. L'impression que tu te prénommes Pee-wee? Sérieusement? Vous avez Sheldon habillé de la sorte et vous ne pensez pas le comparer au docteur? Ouais, je trouve que le nœud pape c'est cool. Vous savez même pas ce que c'est Dr. Who, avouez. On est une sacrée bande de geeks. No! Rien ne va dans cette scène. Entre le fait qu'ils font que surfer sur le bad buzz du jeu Kinect Star Wars, que c'est encore une fois un gag pour se moquer des deux qui ont des tendances gays, surtout Rage, le fait qu'on peut voir les silhouettes qui ressemblent absolument pas à Howard et Rage, donc c'est probablement un footage non crédité d'un truc qu'ils ont pris au pif sur internet, je ne sais pas qui s'est fait piquer sa vidéo YouTube mais il devrait porter plainte, le fait qu'ils sortent complètement du champ de vision de la Kinect à ce moment-là, et donc le jeu devrait s'interrompre, le fait qu'ils jouent avec vrai enthousiasme alors que les fans de Star Wars soit l'aiment ironiquement, soit voient ce jeu comme un affront et un gâchis du potentiel
potentiel parce que le jeu est tout pourri, soit détestent ce jeu parce qu'il est codé avec le cul. I will be there to watch as every last person gets frustrated because the controls almost work but never quite do what they're supposed to do. Impossible evil. Bref, tout ce qui manque pour résumer tout ce qui va pas dans cette série, c'est une blague raciste. T'étais sur le point de Bollywooder cette chienne. Ne refais jamais ça. Star Trek 5 est pire que le 1. Ok, tout d'abord, tu compares la qualité et non l'intensité. Et ensuite, Star Trek 1 est sur une échelle de 1 à 1000 fois pire que Star Trek 5. La réponse à ce débat est très simple. Star Trek 5 est objectivement et artistiquement le pire. Car mal écrit, mal joué, mal réalisé et motivé par l'ego de William Shatner, l'acteur qui jouait Kirk, et qui s'était forcé au poste de réalisateur pour ce film. Mais en même temps, il est bien plus fun car mieux rythmé et sa nullité le rapproche d'un nanar sympathique. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un astronef? Là où Star Trek 1 est plutôt bien mené en termes techniques, malgré quelques choix esthétiques discutables, et un concept intéressant tout en cherchant à faire de la science-fiction contemplative à la 2001, mais est plombé par un rythme soporifique et un manque de réelle vie, le rendant chiant. Je reconnais qu'il y a des défauts de scénario et de réalisation dans Star Trek 5, mais dans le 1, tout est médiocre. Direction artistique, costume, montage, son et j'en passe. Pouf, niveau production design, le 5 a une femme chat à 3 nichons, un vieux avec une fausse barbe de Père Noël et des incrustes très moches. Donc il est loin d'être meilleur sur cet aspect. Au moins la séquence dans l'anomalie, c'était une scène chiante mais très travaillée. Et au moins Bones ne chantait pas au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Vous me forcez à défendre le premier film Star Trek, quoi! Allez vous faire foutre! Admets au moins que Star Trek 4 Retour sur Terre est de loin le meilleur et le plus atypique. N'a dit aucun Trekkies de toute l'histoire des Trekkies ever! Star Trek 4 n'est pas un mauvais film, mais c'était clairement pas l'un des meilleurs. C'est surtout une comédie qui met nos héros dans des situations de poissons hors de l'eau, à la limite de Borat. C'est un bon film, bien mené et très drôle, et ce n'est pas assez pour le considérer comme un grand film Star Trek. C'est celui où une poubelle géante va détruire la Terre s'il discute pas avec une baleine, bordel. J'ai 4 mots à te dire, la colère de Khan. Exactement, Star Trek 2 est considéré par la majorité des Trekkies comme étant le meilleur film de la licence. Et si les Trekkies devaient lui choisir un film à sa hauteur, ce serait Star Trek 6 Terre Inconnue ou Star Trek Premier Contact. Personne ne dirait Star Trek 4. Si vous voulez, c'est comme dire que le meilleur film Disney c'était Cusco. Je veux dire, j'aime bien Cusco, il est sympa, il est très drôle, mais dire que c'est le meilleur Disney, faut pas abuser quoi. Dans cet épisode, les copines de Dofo-Geek essayent de se mettre aux comics pour mieux comprendre leurs copains, et tout le gag repose sur le fait qu'elles ne comprennent rien. Donc ouais, là, les erreurs habituelles de la série collent au contexte. Mais il y a quand même quelques trucs qui me font marrer. Bah, il y avait beaucoup d'images et sur toute une page, il y avait un seul mot, Bracadoum. Waouh. Elle rejoint Éric Zemmour en mépris et ignorance d'un média populaire. 3 mots de vocabulaire, c'est Bracadoum. C'est quand même les dialogues. Je sais pas c'est quoi le pire, le fait qu'une série aussi populaire que Big Bang Theory ait des points communs idéologiques avec un connard comme Zemmour, et ce sur bien d'autres sujets malheureusement, ou le fait que Éric Zemmour, qui prétend être un grand penseur subversif, a le niveau de bêtise d'une sitcom populaire pourrie comme Big Bang Theory. Les deux. Les deux. Ce sera quoi après? Normaliser les conneries à base de mâles alpha, bêta et oméga? Coff saison 8 épisode 21, coff. Ou l'autre débilité sur les Soulboy qui dit que les hommes sont efféminés car ils consomment des oestrogènes. Coff saison 6 épisode 15 et saison 7 épisode 2. Coff. Regarde, c'est écrit sur le marteau. Quiconque tiendra ce marteau, s'il s'en montre digne, sera investi du même pouvoir que Thor. Qui décide de qui est digne du marteau? C'est le marteau lui-même? Oui. Non. Supposons que Hulk soulève Thor pendant que Thor soulève le marteau. Et alors? Cette capacité transitionnelle à soulever des poids permet à Hulk de soulever le marteau. Si on se retrouvait dans l'espace, n'importe qui pourrait soulever le marteau parce qu'il serait en apesanteur et il flotterait. Pitié, me dis pas que c'est cet épisode qui a inspiré Joss Whedon pour le gag du marteau dans l'ascenseur de Avengers 2. Ça m'emmerderait un peu qu'un de mes personnages récurrents existe grâce à cette daube. Quoique, la comparaison se tient. Pourquoi ce genre de débat marche dans Avengers l'ère d'Ultron mais pas dans Big Bang Theory? Le rythme, la façon dont les personnages balancent les théories, plus pour rigoler avec leurs compères qu'une vraie tentative de comprendre un truc, et aussi les images amusantes que la discussion crée. Aussi le fait que c'est dit par des gens qui s'y connaissent un minimum. Ce qui serait pardonnable pour cette discussion-là, car la blague c'est ça, elles ne comprennent pas les comics. Mais c'est là que je réalise. Même quand ce sont les mecs qui discutent de ça, ils sont à côté de la plaque. C'est pour ça que j'en suis à 2 vidéos sur leur gueule. Oh, et si vous vous demandez quels bénéfices les filles ont tiré de leur lecture de comics, 2 saisons plus tard... C'est qui, Thor? Tu sais, Thor, le dieu du tonnerre. Fuck you! Ton gag pourri
cliché trop récurrent de LOL les filles n'y connaissent rien en comics a atteint un niveau où ça envoie chier ta propre continuité, connard. Ce que j'aime dans cette série, c'est l'évolution des personnages. Elle a débattu tout un épisode sur son marteau. Elle a montré qu'elle fantasmait sur les muscles de Thor. Et on verra qu'elle a l'habitude de voir les films Avengers plus tard. Elle sait qui c'est. Aussi, cette scène de merde de cet épisode de merde, c'est celui où ils évoquent que les femmes lisent de plus en plus de comics. Oh bien, ils précisent que ça existe. Juste après leur blague nulle de les filles n'y connaissent rien, donc ça part mal. Et aussi, c'est pour faire quoi? À la boutique, j'ai dû mettre une lunette sur les toilettes. Un autre gag pas drôle et sexiste. Oh, et à ceux qui vont me dire, non mais t'en fais pas, le personnage de Denise va arriver à la fin de la saison 11 et montrer que les femmes peuvent aimer les comics. 1. Ça justifie pas 10 saisons à prétendre que les femmes geeks n'existent pas. Et 2. C'est pour faire quoi avec? Vous allez m'apprendre comment faire. Faire quoi? Faire semblant d'aimer les BD. Un gag à base de mais c'est pas possible les femmes geeks. Et un autre pour faire d'Amy la fake geek girl qui fait semblant de s'intéresser aux comics pour coucher. Et le personnage en lui-même sera limité qu'à l'exception qui confirme la règle. Mesdames... Je rêve, des milliers de personnes t'écoutent parler de trucs de geek. Oui. En 2015, Biff vole l'almanach des sports et remonte le temps jusqu'en 1955 pour le donner à une version plus jeune de lui-même. Mais en faisant une telle chose, il change le futur. Donc son retour en 2015 aurait dû être dans un 2015 différent, et pas celui dans lequel Marty et Doc se trouvaient. Oh putain, cette vieille discussion. Bon, ok. En gros, il pointe du doigt le paradoxe. Dans Retour vers le futur 2, Biff, vieux, vivant en 2015, vole la machine à voyager dans le temps de Doc et Marty pour aller en 1955 pour se donner à lui-même, version jeune, l'almanach, un manuel de tous les résultats sportifs pour qu'il puisse devenir riche en faisant des paris. Ici, Howard bloque sur le paradoxe en disant que le vieux Biff n'aurait pas pu ramener la machine en 2015, car il serait donc dans un 2015 alternatif où il est richissime et où Marty et Doc n'auraient pas pu aller en 2015 pour commencer. Léonard lui explique que c'est possible, car les événements qui ont provoqué la ligne temporelle où Biff est riche ne sont pas arrivés en 1955. Il pouvait donc aller dans le 2015 original où se trouvent Doc et Marty. Et justement, une scène inédite montre que le changement ne se fait pas immédiatement, vu que le vieux Biff disparaît à la manière de Marty dans le premier film. Effacé de la réalité. Et dans ce cas-là, ça s'est pas fait d'un coup dès qu'il a empêché son père de rencontrer sa mère. Ça s'est fait progressivement. Et ça a failli être définitif qu'au moment où ils étaient censés devenir un vrai couple. Le temps d'un retour vers le futur marche comme ça. Le changement n'est pas définitif tant qu'il y a une chance que ça revienne comme avant. L'univers se réécrit à son rythme. Jusqu'ici, tout va bien. Mais malheureusement, Sheldon, phrase qui résume tous les épisodes en fait, rajoute une couche de débilité. Quand Biff reçoit l'almanach en 1955, le futur alternatif qu'il crée n'est pas celui dans lequel Marty et Doc Brown utilisent la voiture pour se propulser en 2015. Donc, dans cette nouvelle ligne temporelle, Marty et Doc ne prennent jamais cette voiture. Ce qui veut dire que le Biff de 2015 ne pouvait pas avoir eu à porter l'almanach au Biff de 1955. En conclusion, la ligne temporelle dans laquelle le Biff de 1955 reçoit l'almanach est également celle dans laquelle le Biff de 1955 ne recevra jamais l'almanach. Ça n'a aucun putain de sens. Parce que là, Sheldon dit que la ligne temporelle où Biff est riche ne peut pas exister. Bah oui, ils comptent tous sur le fait que tout ce bordel est possible qu'en étant dans la ligne temporelle où Biff ne devient pas riche. Mais du coup, à ce stade, Marty et Doc ne seraient jamais allés dans le 1985 où Biff est riche. Mais surtout, il y a un gros échec dans cette explication.
Ce sont des physiciens! Pourquoi ils pensent encore le voyage dans le temps comme quelque chose de linéaire? En général, les gens pensent le voyage dans le temps comme une simple ligne, créant des règles comme le paradoxe du grand-père. Tu ne peux pas remonter dans le temps et tuer ton grand-père, car sinon t'es jamais venu au monde, et donc tu ne pourras pas voyager dans le temps et tuer ton grand-père. Soit parce que le temps ne peut pas être modifié, car tous les changements que tu vas faire dans le passé sont déjà arrivés, vu que c'est le passé, soit parce que ça crée un paradoxe qui détruirait l'espace-temps. Un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Wow! Une blague drôle sur les sciences! J'avais presque oublié à quoi ça ressemblait. Mais cette théorie-là a déjà été envoyée à la poubelle par le monde scientifique. En effet, selon eux, un paradoxe ne peut pas détruire l'univers. Il est bien plus solide que ça, vous inquiétez pas. Ce paradoxe va au contraire créer un autre univers. C'est ce qu'on appelle la théorie de la rivière. Si tu remontes dans le passé pour tuer ton grand-père, tu vas créer un nouveau courant d'eau, une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle dimension où ton grand-père n'a jamais existé. Après, il y a des doutes si tu peux rester dans cet univers, car tu viens d'une dimension où ton grand-père n'a pas été tué, ou si l'univers va t'effacer, mais tes actions restent inchangées. Ça dépend des théoriciens, ça. Et ça, non seulement Doc l'explique dans le film, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Mais le Blu-ray de Retour vers le futur 2 propose un bonus où le physicien Michio Kaku explique justement que Retour vers le futur a très bien compris la physique du voyage dans le temps. Donc pourquoi ils réagissent comme ça, ces cons? Je veux dire, on en est à la deuxième vidéo qui démontre qu'ils y connaissent rien en culture geek, et maintenant ils démontrent qu'ils y comprennent rien en théorie scientifique. Comment tu peux laisser passer ça dans une série dont les thèmes principaux sont la culture geek et les sciences? Il a raison. J'ai besoin de savoir ce que Léonard t'a fait au juste pour que tu l'aies transformé en coincé du bulbe. Nous étions très amoureux l'un de l'autre, mais nous ne pouvions communiquer que grâce à la boîte aux lettres temporelles de ma maison au bord du lac. Hein? Non seulement tu m'as fait regarder ce film, mais en plus tu te permets de te moquer de moi. C'est dans notre contrat, je dois rire. Non, sérieux, j'ai pas compris la blague, là. C'est parce qu'elle référence le film avec Keanu Reeves, là? Et pourquoi elle référence ça, d'abord? Et pourquoi ça agace Sheldon? Il aime pas ce film? Pourquoi il aime pas ce film? Je suis pas au courant, moi. Y'a rien qui est dit sur ce putain de film, c'est juste citer un film pour citer un film. Je suis dans Big Movie ou quoi? C'est quoi déjà le titre de ce cartoon? Oshikuro, le démon samouraï. Incroyable. Cette série qui repose entièrement sur de la référence à de la pop culture, tout d'un coup parle d'un animé qui n'existe pas. Ochikuru n'existe pas. C'est une auto-référence à l'autre sitcom de Chuck Lorre, Mon oncle Charlie. L'épisode où Charlie se retrouve à faire le générique pour cet animé qui n'existe pas. Et... je comprends pas. La blague ne repose sur aucune affirmation concrète. C'est juste un nom balancé comme ça. Ils auraient cité Akira ou Ghost in the Shell, ça aurait été un minimum drôle, et même mieux, j'aurais même pas parlé de cette scène. Même les connaisseurs en voyant cette scène, ils comprendraient, ah bah oui, ça doit changer leur vision de l'animation, les normies, hein. Et quand ils affirment des conneries, par contre, ils ont aucun souci à citer un truc existant comme Stargate, hein. C'est le problème de ces références, ils s'en foutent, ils balancent des trucs au pif sans se soucier de ce qu'ils citent. Je vais même dire, ça m'aurait fait des vacances, j'aurais pas fait 2 vidéos sur cette série de merde s'ils inventaient leur propre licence. Au lieu de citer des trucs qui existent vraiment et se tromper. Mais le pire, et là ça devient un sketch beaucoup plus drôle que toute la série, c'est que même pour se référencer lui-même, Chuck Lorre et son équipe se gourrent. Parce que Shiguro n'était même pas un animé japonais dans Mon oncle Charlie. C'était un dessin animé américain tiré d'un comics américain. Là où Big Bang Theory, il met des extraits inventés en japonais. Mais en plus, ils insistent que c'est un animé. Ce n'est pas un cartoon, c'est un dessin animé. En VO, ouais, en VF, ils savent pas ce que c'est un animé apparemment. Animé. Je connais une fille qui s'appelle Animé. Et ça rend cette scène encore plus conne, genre, Penny ne sait pas ce que c'est un dessin animé. Dans cet épisode, les copines de No Geek passent à Disneyland où elles font... Moi, je fonce direct au stand où on te relook en princesse. Ouais, ça existe, ça a même été ouvert pour les adultes dernièrement, mais c'est juste pour te maquiller, te coiffer et te faire les ongles. Hein. Ce n'est pas pour te refiler une robe de princesse, ce qu'elles font justement. Encore plus drôle, on les voit se maquiller elles-mêmes, mais quoi? Vous n'avez pas compris l'intérêt du truc en fait. Tout ça pour du fanservice gratuit où nos personnages se déguisent en personnages connus et leur mec est étrangement très excité par ça. Sauf Sheldon parce que les asexuels sont trop nuls. Ouais, excuse-le de pas fantasmer sur une princesse Disney de 14 ans, quoi. Dégueu. Je croyais qu'on allait se saouler et faire les manèges. La consommation d'alcool était interdite à Disneyland jusqu'en 2019. Cet épisode date de 2013.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les aventuriers de l'Arche perdue, avec les 21 secondes additionnelles. Version qui n'existe pas. Et que si ça existait, les geeks l'accepteraient pas aussi facilement. D'ailleurs, c'est étonnant de voir des soi-disant geeks apprécier l'idée qu'on change le film, alors que les modifs des films de Spielberg et Lucas sont très décriés. Sauce Park se moquait même de ce phénomène. Tu vas rapporter ces bobines, sinon on va avoir des problèmes. Les bobines. En 2010. À cette époque, les salles de cinéma étaient passées au numérique. Les films sont maintenant sur un réseau confidentiel et des disques durs. Là, vous allez me dire que peut-être pas tous les cinémas ont fait la transition, ce qui serait étonnant déjà pour une version récente des Aventuriers de l'Arche perdue qui n'existe pas. Et de toute façon, tu ne vas pas empêcher de voir cette version de l'Arche perdue en volant les bobines à un cinéma. Lucasfilm et Paramount ont sûrement des tas d'autres copies à distribuer en réserve, surtout en numérique. Je te défie de trouver une quelconque incohérence dans le scénario de ce film. Tu veux me clouer le bec? Je te mets au défi. Ok. Indiana Jones ne joue pas de rôle décisif dans l'issue finale de l'histoire. C'est vrai, il pourrait aussi bien ne pas être dans le film, ça ne ferait aucune différence. Alors, pour le coup, Big Bang Theory n'a pas tant dit une connerie que répéter une connerie. Car c'est une critique assez populaire que si Indy n'était pas dans le scénario, les événements seraient inchangés, vu qu'au final, les nazis se font cramer, le monde est sauvé, et même mieux, les Américains ne récupèrent pas l'Arche d'Alliance pour potentiellement refoutre la merde. C'est un peu comme le point faible de l'Étoile Noire dans Star Wars. C'est une critique idiote, mais populaire, car ça permet de taper sur un film que tout le monde aime, pour se donner un air dissident, et faire croire que ça n'existe pas des films meilleurs que d'autres, pour qu'ils puissent continuer à aimer sans remords des merdes comme... Big Bang Theory, justement. Donc, du coup, j'en profite pour répondre à cette critique idiote. Indiana Jones est un archéologue. Ce n'est pas un choix de métier pris au pif, archéologue. Surtout que le métier est très loin d'être comme Indiana Jones. En vrai, ils sont plus proches d'Alan Grant que d'Indy. Et pour justifier ses actions, ils auraient pu en faire un aventurier, un mercenaire, un agent secret du gouvernement, un explorateur, un chasseur de trésors, etc. Nathan Drake, par exemple, ils en ont pas fait un archéologue. Mais Indy en est un. Pourquoi ? Parce qu'un archéologue n'est pas un personnage actif de l'histoire, mais un témoin de l'histoire. Quelqu'un qui sauve ce qui peut être sauvé et qui transmet ses connaissances pour que l'histoire ne se répète pas. C'est pour ça que le film se finit avec la CIA qui récupère l'arche et l'envoie dans la zone 51. Indy devait rapporter l'arche au musée afin qu'elle soit étudiée. Non. Non, pas du tout. Sa mission a toujours été d'empêcher les nazis de trouver l'arche. Certes, il espérait qu'après, le musée en profite, mais après ce qu'il a vu, je crois qu'Indy a laissé tomber l'idée. À moins de faire tuer ses collègues du musée ou prendre le risque que l'arche se fasse voler, c'est quand même moins sécurisé que la zone 51 pour un truc aussi puissant et convoité. Le but de l'histoire n'est pas juste tuer des nazis ou trouver le trésor. Il y a bien d'autres thèmes et enjeux dans cette histoire. Il y a Marion qu'il faut sauver, Indy qui combat son obsession, sa dualité avec Belloc qui est un archéologue moins scrupuleux, être témoin d'un pouvoir dont il faudra apprendre à ne pas en abuser. C'est la même chose dans la dernière croisade. Indy n'aurait rien fait, le monde resterait le même, car les nazis ne peuvent tout simplement pas trouver et ramener le Graal. Mais il y avait d'autres enjeux, la quête spirituelle, sauver son père, renouer des liens avec ce dernier, la leçon sur l'obsession pour un trésor, etc. Même Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a compris ça. Les meilleures histoires de chasse au trésor sont celles où le trésor n'est pas vraiment important, que ce soit l'arche, le Graal ou le vaisseau alien, mais les personnages, leur évolution, les leçons qu'ils ont apprises au cours de leur voyage. L'aventure elle-même est un trésor riche en enseignements pour nos héros. Rien que l'île au trésor, le modèle du genre de la chasse au trésor. Peu importe les actions de Jim, Long John Silver finit par se casser avec le trésor. Parce que narrativement, le trésor est interchangeable, sans importance. C'est juste un MacGuffin pour raconter la vraie histoire. Sans Indy, les aventuriers de l'Arche perdue seraient qu'une histoire à la Icar sur des nazis idiots qui s'approchent trop du pouvoir divin. Avec Indy, les aventuriers de l'Arche perdue devient un combat personnel entre comprendre une histoire et l'envie de savoir. Voilà à quoi sert Indy. Seulement ces fake geek boys sont incapables de faire la moindre analyse filmique et ne voient que le premier sens de lecture d'une histoire et non son fond. De là à ce que ce soit les mêmes faux geeks qui prétendent que X-Men et Star Wars n'ont jamais été politiques. Et ouais, quand on utilise notre cerveau pour comprendre en quoi les trucs qu'on aime sont excellents, de suite on dit moins de conneries, t'as vu? Et c'est particulièrement étonnant de la part de Sheldon, dont le gag récurrent, c'est qu'il réfléchit trop au film qu'il aime. Mais bon, on a compris depuis le temps, cette série n'a rien de geek. Il référence juste une licence culte et une critique populaire, uniquement parce que c'est culte et populaire. Amy n'approfondit même pas sa critique facilement contre-argumentable, c'est juste l'affirmation basique. Et Sheldon, vendu comme un super cerveau et un fan, est bouche bée devant cette analyse incroyable. Donc, je suis plus intelligent et fan d'Indiana Jones que Sheldon? C'est même pas mon film de Spielberg préféré, c'est même pas mon Indiana Jones préféré en fait, je préfère la dernière croisade. Aussi, sans Indy, les nazis n'auraient pas trouvé l'Arche d'Alliance, amenant donc un côté, la curiosité est un vilain défaut. Car littéralement, la fascination d'Indy pour l'Arche provoque la merde. En fait, les nazis étaient en train de creuser au mauvais endroit. S'ils ont eu l'Arche, c'est parce qu'Indy a trouvé son emplacement. En réalité, ils ont creusé au mauvais endroit parce qu'Indy avait le médaillon. Sans lui, ils auraient eu le médaillon et ils auraient creusé au bon endroit. Non.
Ils n'auraient pas le médaillon sans Indy, car c'est en suivant Indy qu'ils ont trouvé Marion qui avait le médaillon. Ça et le fait que Marion serait morte sans lui, et que des mecs se baladant tranquillement sur une île déserte auraient trouvé l'arche et fait des conneries avec. Bref, Indy a quand même bien fait d'intervenir. Aussi, même si Indy n'avait aucun impact sur le scénario, bah, ce serait pas un problème scénaristique ou une incohérence, comme le dit la VF. Le personnage central peut juste être un personnage témoin d'une grosse histoire, comme je l'ai expliqué. Soyons fous, la morale de cette histoire, peut-être que ce n'est pas la peine de faire des sacrifices ou de gâcher sa vie à se battre, car l'ordre des choses finirait toujours par faire payer le mal. Message que moi-même je trouve naïf, avec lequel je suis pas d'accord, mais ce serait une interprétation compréhensible du film au moins. Oh, et dans ce même épisode, Sheldon essaie de se venger en cherchant des défauts dans des trucs comme Orgueil et Préjugés, Marmaduke et Garfield. Et la blague, c'est qu'il y arrive pas, là. Sérieusement? Tu trouves pas de défaut à Garfield? Ou à Marmaduke? Est-ce que tu as eu l'impression que j'essayais de te faire rire? Je veux dire, c'est juste des comic strips à base de LOL, le chien il est gros! Quoique, venant de ta part, ouais, je me doute que ça doit être le summum de l'humour. Oui, je sais, William Shakespeare, c'est pas vraiment geek. Mais les geeks ont toujours eu une appréciation pour les œuvres du barde. Et je trouve cette remarque amusante. J'ai pris des cours de théâtre quand j'étais à Cambridge et j'ai adoré. C'était La Mégère apprivoisée. C'est pas vrai? J'adore La Mégère apprivoisée. Waouh! Cette série ultra sexiste fait dire à ses personnages qu'ils aiment l'œuvre la plus sexiste et misogyne de William Shakespeare? Oh bah ça alors! Je veux dire, merde, c'est pas comme s'il y avait pas l'embarras du choix chez William Shakespeare niveau romance et comédie. Il pouvait sans problème se passer de l'œuvre où un connard misogyne rabaisse et gaslight une femme libre pensante pour la forcer à la case de la femme au foyer docile. Ouais, non, sérieusement, cette pièce, elle est sale. Hein. Je sais que c'était la pensée banalisée à l'époque, mais quand même, censé être une comédie le truc. Je n'ai jamais joué de ma vie à Donjons et Dragons avec des filles. T'inquiète mon chou, personne ne l'a fait. Jouer à Donjons et Dragons que moi. Les femmes qui jouent aux jeux de rôle comme Donjons et Dragons, il y en a des tas. Je connais énormément de femmes qui s'organisent des parties et racontent leurs anecdotes de parties. Donc si des gens ont joué à Donjons et Dragons avec des filles. La seule raison pour laquelle on imagine Donjons et Dragons comme étant un jeu exclusivement masculin, c'est à cause de séries de merde comme toi. C'est le cercle vicieux de l'invisibilisation des femmes dans les communautés geeks, au plan que leur existence, au point que d'autres naïfs ignorants croient qu'elle n'existe pas. Et ces mêmes ignorants participent ainsi au problème quand ils s'expriment à leur tour sur le sujet. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Cette série fait du mal à la communauté des geeks, encore plus aux vrais geek girls. Et pour finir, on va conclure sur pas vraiment une erreur sur la pop culture, mais plutôt un commentaire digne de ta mamie. Dans un des rares épisodes où Raj a une copine capable de le supporter, celle-ci lui a proposé de voir La Maison des Mille Morts de Rob Zombie, ce qui gêne Raj. Pourquoi est-ce qu'Emily aime ce genre de choses? Tu crois qu'elle aurait un problème psychologique? Ok. Même moi, qui ne suis pas spécialement fan de slasher ou de films d'exploitation comme La Maison des Mille Morts, même moi je trouve ça insultant. Non, tu n'as pas à être un fou dangereux pour aimer des films gore et malsains. C'est même une forme de catharsis. Et ça peut être un bon spectacle honnêtement fun. Ce sont pas des snuff movies ou de vraies images de personnes qui se font trucider. Ce sont des exagérations spectaculaires de la violence. C'est ce qui les rend fascinants et fun pour les fans d'horreur. C'est d'autant plus con que ces mots sortent de la bouche de personnages censés être des geeks. Parce que, devinez quoi, les geeks regardent souvent des trucs violents. C'est même une incohérence avec la série elle-même car ils montrent qu'ils aiment des films et séries violentes et gore. Même les comics de Marvel et DC Comics ont des trucs plus gore, violents et fucked up que ce qu'il y a dans ce film-là. Je veux dire, merde, leur discussion sur les zombies et les momies de tout à l'heure, ça impliquait qu'ils ont vu des films de zombies. Donc beaucoup de films d'exploitation de la même nature que le film de Rob Zombie. Vous citez même 28 jours plus tard, bordel de merde. Vous citez John Carpenter. Quel ont choisi, Destination Zebra ou The Thing de John Carpenter? 4 saisons après, les mêmes personnages retrouvent La Maison des Mille Morts trop violent. Excusez-moi, mais dans ce film-là, j'ai plus rigolé qu'autre chose. Même les moments trash sont plus spectaculaires que perturbants. Je me souviens plus de dialogue et de nichons que de gore dans ce film. Une fois, il s'est fait choper, tu vois, avec une peluche de la planète des singes enfoncée dans le trou du cul. Oh là là, qu'est-ce que c'est perturbant! On a vu une folle embrasser un fœtus dans un bocal. Ça t'a choqué, ça?
Parce que le fœtus dans une jarre, c'est un truc ultra cliché dans les films d'horreur. Et encore une fois, vous êtes censé être fan de Game of Thrones. Et dans cette série, il y en a 3 des fœtus dans des jarres. Après, il y a eu ce gars coupé en 2 et cousu à un poisson. Alors, dit comme ça fait horrifique et tout, mais tu vois rien du découpage dans le film en fait. Et quand tu vois le résultat final, bah t'as pas l'impression que c'est un corps mutilé, juste que c'est une vraie sirène. Donc franchement, c'est pas si horrible que ça en vrai. Je veux dire quoi, t'as peur de la petite sirène de Disney aussi? Il tue le père de cette fille, il découpe le visage du mec et ensuite il le porte comme un masque pendant qu'il couche avec elle. Ça n'arrive pas dans le film. Genre, du tout. Et même si ça arrivait, ce serait un viol. Pourquoi tu dis pas qu'il la viole? C'est justement ça la partie la plus perturbante de ce passage, parce que le reste, t'as jamais vu Massacre à la tronçonneuse? T'as jamais lu les comics Batman où le Joker s'est fait arracher le visage pour se le remettre avec des agrafes? Pour être tout à fait honnête avec toi, je l'ai trouvé invraisemblable et très perturbant. Et je me suis demandé comment des gens pouvaient aimer ça. Et toi alors? Et t'as aucun droit de juger la psychologie des gens après tous les crimes sexuels que tu as commis dans toute la série? On est une sacrée bande de... Non! Je veux dire, pendant que t'y es, fais-leur dire que les jeux vidéo et le rock rendent violent! Il veut en finir avec moi, Léonard! Les jeux vidéo et les groupes de rock n'ont fait qu'exacerber sa violence! Fuck you! Je vais même dire, même la maison d'Émile Mort a plus de discussions geeks mieux gérées que toute la série. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé celui-là pour la fin de cette vidéo, car il regroupe tout ce que je lui reproche. Ça se trompe sur ce que les personnages disent sur les films ou la culture geek, ça tape sur des trucs qui exécutent bien mieux ce que cette série prétend faire, ça envoie chier la continuité pour faire des blagues nulles et interchangeables, et ça fait un jugement sur les passions des autres, dites des anti-jeux vidéo et anti-jeux de rôle conservateurs des années 80 et 90. C'est une série de boomers, bordel de merde. Elle juge tout ce qui lui paraît bizarre en tant que truc pour des gens mal ajustés, ou pire pour des malades mentaux. Là ils disent ça pour la maison d'Émile Mort, mais en vrai, la série dit la même chose sur toutes les autres passions de nos héros. Faut être un puceau balle dans sa peau et un peu attardé pour aimer ce truc. Je veux dire, même moi, je ne juge pas ceux qui aiment Big Bang Theory. Je ne dis pas que c'est des crétins sans humour ou quoi, hein. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai remarqué beaucoup plus d'ouverture d'esprit chez les fans de Big Bang Theory que dans la plupart des autres communautés geeks, dont certaines je fais partie. Ces gens-là ne méritent pas de se faire insulter pour aimer cette série, aussi merdique et insultante soit-elle selon moi. Et c'est même justement parce qu'elle a des gens aussi sympas qui l'aiment que je trouve la nullité de cette série insultante, autant pour les geeks que pour les fans de la série qui font de leur mieux pour être ouverts. Beaucoup disent que la série a permis à un large public de se lancer dans la culture geek. Et ça montre bien l'échec cuisant de cette série. Elle a beau montrer que les mauvais aspects pour en faire une caricature repoussante, l'attrait de la culture geek s'est révélé plus forte que son mépris. Nous en avons fini pour aujourd'hui, Big Bang Theory, mais je reviendrai pour mettre fin à ton influence néfaste. Encore un dernier épisode et j'en aurai fini avec toi. Mais quoi, merde! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee, lien dans la description, où vous aurez droit à des exclusivités comme voir un Fermez-la un jour en avance, votre nom générique, des badges et t-shirts, un choix de jeu pour un live ou de film à critiquer pour une petite vidéo sur la chaîne. Mais vous pouvez aussi déposer un don sur Utip, lien aussi dans la description, pour les exclus, mais surtout pour des tas de goodies, t-shirts, sweats, mugs, coques de téléphone et même des stickers. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt sur Fermez-la.